Bonjour et bienvenue dans ce 11e mini-épisode de Psychologie de comptoir. Comme vous le savez sans doute, je marche à l'inspiration. Quand vous voyez un épisode sortir sur cette chaîne, c'est parce que j'ai vu quelque chose au cinéma, en streaming, et que je me suis dit, tiens, c'est un archétype intéressant à analyser. C'est pour ça que parfois, la chaîne peut rester longtemps sans contenu. Parfois, je regarde des choses qui m'inspirent, mais je manque de références pour développer mon sujet. Parfois, j'ai de longues périodes sans regarder quoi que ce soit, etc., etc. Chercher sur internet pour parler d'œuvres que je ne connais pas ou très peu ne m'intéresse pas, et j'aime l'authenticité de parler de contenu que j'ai regardé et aimé, ou pas d'ailleurs. Cette petite parenthèse personnelle me permet d'enchaîner sur notre sujet du jour qui, ironiquement, se rapproche un peu du dernier archétype que l'on a pu voir sur la chaîne. Le dimanche, je suis souvent en live chez Guillaume fait son cinéma qui, après s'être intéressé aux séries et aux films d'actualité, dédie ses lives à des acteurs, réalisateurs, producteurs, souvent en lien avec leur actualité cinématographique. Et quand je fais mes devoirs, je découvre des trucs. Le dernier sujet en date ayant été Mel Gibson et n'ayant pas forcément le temps de voir beaucoup de choses à ce moment-là, je décide de regarder deux films qui me paraissent essentiels à sa carrière, L'Arme Fatale et Braveheart. Et c'est de ce deuxième dont nous allons parler aujourd'hui. Braveheart est un film de 1995 réalisé par Mel Gibson, racontant l'histoire de William Wallace, interprété par Mel Gibson lui-même, héros de guerre ayant combattu contre Édouard Ier et sa tentative d'invasion de l'Écosse. Wallace se lance dans cette guerre après plusieurs traumatismes, la vision d'un village pendu par les Anglais, incluant des enfants, la mort de son père et son frère assassinés lors d'une mission, et enfin sa femme Muron, égorgée sur la place publique après avoir résisté aux violences sexuelles d'un garde anglais. Bien qu'il prône vouloir vivre dans la paix, la mort de cette dernière va le pousser à se battre, faisant de lui un symbole de libération de l'Écosse. Bien entendu, même si William Wallace a réellement existé, son histoire est ici romancée afin de tenir dans un scénario de film. Et pour ça, différents codes naviguent autour de ce personnage héroïque. Comme je le disais précédemment, William Wallace est plongé très jeune dans la violence de la guerre qui oppose les Anglais et les Écossais. Pourtant, cette violence va le pousser à vouloir autre chose. Il a vu son frère et son père revenir morts en tentant de se battre pour leurs droits, si bien qu'il décide de vouloir une vie paisible avec une femme et des enfants, quelque chose qu'il souhaite jusqu'aux dernières minutes du film. Cependant, quand Muron va mourir et que Wallace va se venger, un autre groupe d'Écossais va les rejoindre et les prévenir de ce qui se passera si, malheureusement, ils décident de s'en tenir là. Ce qui commençait par une vengeance personnelle finit par devenir un symbole de lutte contre l'oppresseur, une lutte qu'il accepte de mener à la fois pour obtenir gain de cause, mais aussi car il le fait pour ses concitoyens, pour leur liberté qu'il a toujours voulu. Cette notion de leader lui tombe sous le nez de manière imprévisible comme c'est le cas de Scott McCall et de Liv. Je ne vais pas prolonger mon analyse sur ces personnages car je l'ai déjà fait pour l'épisode 13 de Psychologie de comptoir, mais j'aimerais plutôt développer un autre archétype auquel Braveheart emprunte quelques codes, le porteur de destin. Je vais rester en surface de cette catégorie pour mieux rester sur l'analyse de William Wallace, mais ce que j'appelle le porteur de destin, qui est un nom nul que j'ai inventé comme d'habitude, c'est un personnage qui se retrouve avec une mission capitale malgré lui. Il ne choisit pas vraiment d'être responsable du sort de l'humanité, mais pourtant, il doit être embarqué dans une aventure pour le faire. Et ironiquement, tout ça est un concours de circonstances. Si le soldat n'avait pas remarqué la relation entre Wallace et Muron, peut-être qu'ils auraient continué à vivre heureux en Écosse. Si Wallace n'aurait pas revu Muron en revenant au village, peut-être serait-il reparti faire sa vie avec une autre. Car pour rappel, William n'a jamais voulu lancer une révolte et même voulait vivre une vie paisible avec une femme et des enfants. C'est souvent un trait que l'on retrouve dans ces porteurs de destin, ils ont une vie lambda, paisible, proche de ce qu'ils désirent, jusqu'à ce qu'un événement inattendu fasse d'eux l'élément clé pour sauver le monde, ou du moins ici, les Écossais. Wallace devient malgré lui un leader, une figure de la rébellion, lui qui était un simple villageois. Il n'a pas de titre, il n'a pas d'armée, mais pourtant, grâce à son influence, sa volonté et son courage, il va mener le moindre paysan à prendre les armes et à se battre pour leur liberté, faisant ainsi de lui une légende, un nom qui sera vite prononcé partout, une menace silencieuse et une image d'espoir. William Wallace est un fantôme, la seule mention de son nom suscite quelque chose chez ses alliés et ses ennemis. Les rumeurs sur lui construisent un géant littéralement selon certains personnages, un homme immortel capable de guider des armées entières vers la révolte qui peut surgir à tout moment et vous ôter la vie. Il génère de la terreur chez ses adversaires, qu'ils soient présents ou non, et de l'espoir chez les Écossais qui continueront à croire en lui et sa vision même après sa mort. Cette construction n'est pas non plus nouvelle puisqu'il s'agit de quelque chose que l'on retrouve dans de nombreuses fictions, notamment Arcane. Arcane est une série d'animation Netflix basée sur le lore du célèbre jeu vidéo League of Legends. Je vais essayer de résumer dans les grandes lignes afin d'aller au sujet qui nous intéresse vraiment. Cette série met en scène Jinx et Vi, deux sœurs qui perdent leur père à cause de Jinx selon sa sœur. Les deux se séparent suivant deux chemins différents et devenant ennemies de par les causes qu'elles rejoignent. Quand Vi arrive à éliminer Silco, figure paternelle de Jinx et de rébellion des souterrains, sa sœur décide de se venger et envoie un missile en direction de la tour du conseil Piltover.
Après ça, Jinx disparaît mais son axe se répand dans Zone, faisant d'elle une figure de rébellion. Tout comme Blackbeard, Jinx n'a pas besoin d'être sur les lieux d'un événement pour susciter de la réaction. Quand bien même on lui associe les mouvements de révolte, notamment parce que son acte a mis en danger et tué des membres importants du conseil Piltover, Jinx est avant tout un symbole, une figure iconique qui inspire l'espoir et la rébellion. Ceci me rappelle donc une citation de Blackbeard dans On Flags Mean Death où il se plaint de la facilité de la piraterie pour lui car, à la vue même de son drapeau, les gens savent de qui il s'agit et prennent peur, si bien qu'il pourrait ne pas être sur le bateau que cela ne changerait rien. Cette scène où Isha jette une des bombes fétiches de Jinx, réveillant ainsi les humeurs rebelles de la foule, montre bien cet aspect. Jinx n'est pas là, pourtant tout le monde clame sa présence et l'idée qu'elle soit là ravive la flamme de l'espoir. De même, ces personnages sont tellement mystifiés que leur image aux yeux de ceux qui ne les ont jamais vus est différente de la réalité. Ils sont imaginés plus grands, plus forts, parfois même hors normes, si bien que lorsqu'ils rencontrent leurs partisans pour la première fois, certains doutent qu'il s'agisse bien d'eux. C'est exactement ce que l'on retrouve avec William Wallace. La seule mention de son nom fait frémir les ennemis, galvanise les troupes, pourtant personne ne semble avoir idée de son apparence. Certains l'imaginent si grand qu'il mesurerait 2 mètres. Mais non, Wallace comme Jinx ou Blackbeard sont des personnes normales qui ont décidé de prendre en main un destin qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La difficulté d'écrire sur une personne ayant existé est que l'on doit respecter une certaine authenticité par rapport à son histoire, mais en même temps rendre l'histoire suffisamment captivante pour que le spectateur reste assis sur son siège pendant les 3 heures de film. En conséquence, on va utiliser des codes cinématographiques pour enrichir ces personnages et les mettre en valeur au sein de la trame choisie. Beaucoup de films sur des personnes existantes ou ayant existé ont été vus au cinéma et de par l'histoire de cette personne ou le genre du film, on ne va pas utiliser les mêmes codes. Ici, le but est de mystifier William Wallace, de faire de lui une légende en utilisant les codes de personnages fictifs qui ont eu la même fonction dans leur récit. William Wallace était un héros, un symbole de l'Écosse libre de l'oppression anglaise, de l'espoir d'un peuple qui ne cessera jamais de se battre tant qu'ils n'auront pas gain de cause. En prenant les codes à certains archétypes, William Wallace va devenir un personnage dynamique, un symbole de la révolution iconique du cinéma, et ce n'est pas pour rien que ce film a remporté 20 récompenses au cours des différentes cérémonies où il a été nommé. C'est la fin de ce mini-épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est toujours difficile de parler de personnages historiques dont la vie a été romancée pour tenir dans un film car on doit prendre en compte que la personne ayant existé, la construction de personnages n'a pas autant sa place que lorsque l'on construit un personnage de toutes pièces. Mais ce genre de film montre justement qu'il y a tout de même un travail de création en s'inspirant des codes déjà existants, ce qui peut cependant créer des anachronismes et des erreurs de reproduction pour édulcorer le scénario et le rendre plus digeste. J'espère que cette analyse vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer votre opinion dans les commentaires, je suis toujours ravie d'échanger avec vous dans la bienveillance. Je vous souhaite une bonne soirée et de très bonnes fêtes de fin d'année, ciao bye bye.